Bon, impec. Tout nouveau rendez-vous, on est ravis de vous accueillir. C'est une grande première, c'est notre première émission et on est ravis de vous accueillir pour en profiter. Ça s'appelle l'édition limitée et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'ai le plaisir d'être entouré de nombreux spécialistes. J'ai à ma droite ici Jérémy. Salut Jérémy, ça va? Salut Pierre, ça va très bien et toi? Ouais, grand plaisir de te recevoir. Je vois que tu t'es fait un beau setup derrière. On a essayé. Ah, c'est pas Merci, mal. merci pour l'invitation. À ma gauche, il est là, monsieur Herbie. Ça va, Herbie? Salut Pierre, tu vas bien? Ouais, et toi aussi, joli derrière là. Il y a on va regarder ça ensemble, je pense. Merci. Il est là ici, il représente le Sud-Ouest, monsieur Bissot. Salut Bissot. Salut. Bam, bam, je suis en forme. Moi, j'ai pas un background très joli, mais bon, on fait avec pour la première. Il représente lui, par contre, le Grand Est là, chemise hawaïenne ou pas. C'est Sam. Salut Sam. Salut, mais c'est la tenue officielle ici. Hein. Tout le monde est comme ça en ce moment, il fait super chaud. Eh ben, écoute, bienvenue à tous en tout cas. Donc, le principe de l'émission, c'est simple. On va parler bien sûr sneakers tous ensemble. On va parler d'actu. On va avoir un débat à chaque fois. Entrée, plat, dessert. On parlera aussi des tendances à venir. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On est à la fin du mois de janvier. Donc, c'est encore le temps, encore le moment de se souhaiter une bonne année. Tirer le bilan d'une drôle d'année 2020. Ça a été quand même bien pourri à bien des égards, mais ça a été une grosse année quand même au niveau Kicks. Beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont réorganisées notamment. Ça a été le gros mot de se réinventer. L'industrie s'est réinventée elle-même. Mais moi, j'aimerais bien savoir, alors on va en parler tous ensemble, quelle est votre tendance, votre modèle, pourquoi pas, de 2020. On va commencer par toi, Jérémy. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce qui t'a marqué cette année? Alors moi, ce qui m'a marqué, bon déjà, moi personnellement, je suis un gros fan de Dunk et de Air Force, donc en fait, ça va sans dire que 2020 m'a plutôt plu en termes de release parce que du coup, Dunk SB a frappé très très fort et la Dunk en général. Mais par contre, on va dire que mon modèle entre guillemets phare, c'est pas quelque chose que je porterais. Je pense que si j'avais eu la possibilité de l'avoir, je le mettrais à la maison. Mais ça va sans dire que la grosse collab entre Jordan et Dior sur les Air Force, ça y est, coupé au montage. Sur les Jordan 1, c'est le dimanche matin. Sur les Jordan 1, reste pour moi un gros tournant de cette année 2020. Voilà. Jordan 1 Dior qu'on a même vu sur les marches du Capitole. Ça a été la grosse affaire de cette semaine. Le nephew-in-law de Kamala Harris qui porte une paire de Jordan Dior. Donc c'est vraiment là. On tourne une page, là, on peut le dire. Aux États-Unis, en tout cas. Herbie, toi, qu'est-ce que ça a été cette année, cette tendance, ce modèle? Alors moi, ça va être un modèle OG qui a été réédité. C'est la Airship, donc premier modèle porté en NBA par Jordan en 84-85. Du coup, elle est sortie de base au mois de février dans le pack New Beginnings pour le All-Star Game avec une Jordan 1 rouge et blanche et la Airship White Red justement. Et ensuite, au cours de l'année, ils ont sorti le fameux modèle Ban, donc Braid, qui a vraiment été banni en 84-85 et non la Jordan 1. Et du coup, pour moi, c'était ouf de voir que cette paire ressort dans sa forme originale. D'ailleurs, il y a deux coloris en une année. Malheureusement, j'ai aucune des deux parce que la première est sortie au All-Star Game c'est à Chicago, il me semble. Hein, oui, en 2020, c'était à Chicago, le All-Star Game. Tout à fait, ouais, c'était Chicago. Ouais. Et ensuite, elle est sortie dans une boutique en Italie, donc pour le coloris Ban, impossible de la voir. Et ils l'ont mise durant le Sneakers Day sur l'app, mais de manière aléatoire. Donc, quand j'ai vu le post, j'ai cliqué, mais elle était déjà sold out. Mais donc, pour moi, voilà, c'est vraiment la Airship, donc la réédition de la Airship en 2020 qui m'a marqué. C'était quand même un prix étonnant, la Airship. Cette année, c'était, je crois, plus de 200 €. Exactement. Franchement, un prix super élevé. Ce qui fait que ça laisse encore moins de chances de l'avoir, quoi. On peut reparler de cette histoire de chaussures bannies parce que cette fameuse légende, puisque c'est ce que tu viens de dire, la Air Jordan a jamais été bannie par la NBA, quoi. Exactement. Tu nous refais l'histoire. C'est surprenant de voir que la marque s'est permise, je dirais, de refaire l'histoire
Mais après, voilà, c'est vrai qu'au niveau commercial, ça a été un vrai succès de pouvoir communiquer sur la Jordan 1 et non pas la Airship. Mais je trouve ça aussi ouf de se dire que finalement, ils ont réussi à renverser la tendance, écrire la vraie, repartager la vraie histoire et toujours avoir du succès avec ce nouveau modèle. Donc ouais, Ils n'ont pas vraiment repartagé la vraie histoire. Ils ont revendu la Airship, mais la lumière sur l'histoire et sur la vérité, elle n'a pas été faite. Si, elle a été faite dans le documentaire Unbanned. C'est un documentaire qui est sorti de base uniquement aux États-Unis. Tu es le seul à avoir vu. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai eu l'opportunité d'être invité par l'équipe Jordan à une diffusion qu'ils avaient faite, c'était en 2019, fin 2019, avec le collectif All Parisian Games du 19e arrondissement de Paris. Et du coup, j'ai enfin vu ce documentaire Unbanned. Et donc là, dans le documentaire, il repartage toute la vraie histoire. Mais oui, c'est vrai que c'est pas un documentaire qui est sorti de manière globale, je dirais. Donc voilà. Alors juste, on va recadrer quand même pour les gens qui ne savent pas forcément ce qui s'est passé. C'est que c'est pas la chaussure qui était bannie par NBA, c'est le coloris. Ce coloris noir et rouge, puisqu'il fallait être raccord au code couleur de la NBA, avoir du blanc et être assorti aux uniformes home, ceux qui étaient les uniformes qui étaient portés sur leur terrain par chaque équipe. Finalement, Jordan, eux, ont dit la NBA vous empêche de porter ces modèles, mais empêche de porter le modèle noir et rouge. Et elle était prête, la une, mais c'est bien la Airship qui s'est faite recaler par la NBA. Et donc, Jordan Brand, en effet, à part qu'un petit documentaire, a voulu garder le storytelling bien comme il faut dans ses petites mallettes. Jordan, oui. juste pour conclure ton histoire, c'est-à-dire que Michael Jordan n'a jamais porté de chaussures noires en match officiel. Donc, il n'y a jamais eu réellement d'amende, comme c'est dit, parce qu'il aurait porté une chaussure noire. Déjà, il n'y a aucun document qui le dit. Il y a des photoshopeurs qui se sont amusés à transformer certaines images en mettant une Jordan noire au pied de Jordan. En fait, il l'avait porté en pre-game, en pré-saison, et il l'a porté au concours de dunk. Voilà, c'est le seul moment où la Air Jordan 1 noire a été, et encore en pre-season, c'était la Airship, c'était même pas la Air Jordan. C'est les deux seuls moments. Donc, moi, j'aime beaucoup, c'est la force du marketing de Nike, entre autres, qui est caractérisée par cette histoire. Exactement. C'est quand même le plus gros success story pratiquement de l'histoire de la sneaker, puisqu'il se basait sur quoi? Sur 3-4 millions de dollars de recettes pour en faire 120 à la fin de l'année, je crois. C'était quelque chose d'inédit. Et bon, ça a changé le game, bien évidemment. Bissot, on passe à toi. 2020, pour toi, ça a été. Qu'est-ce que ça représente? 2020, année spéciale, donc c'est le Covid, le confinement. Et pour moi, il y a une marque qui a vraiment dominé le marché en termes de visibilité, c'est Nike. Il y a eu le documentaire The Last Dance. Tu vois, on était en confinement, tout le monde était à fond dessus. Je trouve que Nike a vraiment. Nike et Jordan ont surfé sur ce documentaire et ont vraiment largement dominé le marché. Moi, ma paire de 2020, parce que tout le monde sait que je suis multimarque, donc je porte du ASICS, je porte de tout. À partir du moment où ça me plaît, je ne regarde pas quelle est la marque, je porte, j'achète et je porte où on me l'envoie. Donc moi, en 2020, la Chunky Dunky, pourquoi? Parce que pour moi, c'est une vraie collab réalisée par Nike avec une marque de glace. Je suis fan de bouffe, je suis fan de sneakers, de musique. Donc, franchement, je trouve cette paire vraiment, vraiment réussie. Enfin, comment dire, le storytelling est super intéressant puisque le type qui a participé à l'élaboration du design en a parlé sur l'application Sneakers. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, pour moi, celle-ci représente bien 2020. Voilà. Alors, est-ce que tu as la boîte qui va avec ou c'est la boîte normale? Non, je n'ai pas la boîte qui va avec, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir parce que j'aime bien les special box. Mais bon, l'important quand même, c'est d'avoir la paire et de pouvoir la porter. Bon, voilà. Sam, toi qui fait 30 degrés vers chez toi, raconte-nous un petit peu, c'était quoi 2020? Alors moi, c'est pas une paire de chaussures. Pour moi, c'est deux plateformes. La première, c'est StockX. Qui, même si nous, on la connaît parce qu'on est des spécialistes, on la connaît depuis longtemps, elle a clairement explosé
en 2020 et Herbie pourra sans doute nous en dire deux mots puisqu'il collabore avec cette plateforme en éditorial. Et l'autre plateforme, c'est Vinted, qui a aussi vraiment pris une place prépondérante sur le business des sneakers. Moi, je m'en suis beaucoup servi pendant le confinement, ça m'a occupé. Je me suis amusé à aller dénicher des modèles et les restaurer, etc. Donc, ça m'a bien occupé. Donc, moi, c'est ces deux plateformes qui, je trouve, ont changé la face du monde de sneakers. Donc 2020, assez particulier. Moi, en tout cas, de mon côté, ça a été l'année de la fin de beaucoup d'événements culturels. On est tous fans de musique, bien sûr. On est tous fans de cette street culture, etc. Moi, ça va faire écho à la manière dont Herbie est habillé. Moi, cette année, la paire qui m'a marqué, c'est malheureusement celle qui n'a pas eu lieu. C'est le quai 54 qui a été malheureusement annulé. Il y a de fortes chances que l'édition 2021 le soit aussi. Voilà, c'est un regret quand même, même si le modèle en plus était franchement réussi. Mais voilà, la fin, pas programmée, mais attendue, en tout cas l'annulation attendue du quai, c'était une grosse déception de 2020, même si j'ai trouvé plutôt sympa que la collection sorte quand même. Et encore une fois, elle était franchement réussie avec tous ces patterns africains. J'aime bien la culture du quai. Orbi, toi qui connais, je crois, l'organisation du quai, c'est toujours cette envie de mêler les cultures et les ponts entre la France et l'Afrique, en tout cas. Exactement. Et pour moi, franchement, elle est dans le top 3 des paires du quai 54, hein, de l'histoire du quai, hein, la Jordan 6 de 2020. Ouais, honnêtement, au niveau, déjà, c'est une Jordan 6. Donc, c'est, on va dire, la paire qu'on attendait pour le quai 54. Au niveau des imprimés, voilà, c'est un imprimé qui vient d'Afrique de l'Ouest. Les matières aussi, le cuir granuleux, il est vraiment top. Tous les détails sont assis à l'intérieur, le logo du quai sur le pied droit, le Jabba sur le pied gauche. Le Nike Air, il me semble, sur le pied gauche. Il y a le Nike Air sur le pied gauche, ce qui était quand même une très belle surprise. Hein, ouais, voilà, le Nike Air avec sur aussi le lace lock qui était là, du Exactement. tissu, du cuir. Ouais. Franchement, pour moi, ouais, je la mets clairement dans le top 3 de l'histoire des paires du quai. Après la Jordan 5, bien sûr, de 2011, parce que ça, c'est un classique, la Founded Family Black. Mais franchement, ouais, elle est vraiment top, celle-ci. Alors justement, on parlait de Vinted, Sam, tout à l'heure. Ça, c'est des paires qui donc sont sorties, donc, comme toujours, sur l'application Sneakers. Comme toujours, 9h04, elle est morte l'histoire, voire même 9h02, il n'y a plus rien et ça crée une certaine frustration. Et puis en ce moment, comme toujours, finalement, la paire vaut 180 ou 190. Et si on est patient 6 mois après, elle est à 130 sur Vinted, neuve dans la boîte. Parce que justement, il y a cet engouement qui fait que finalement les gens se précipitent dessus et puis abandonnent rapidement. Exactement. Ça, c'est un phénomène qui est aussi, moi je trouve, justement, quand tu montrais la Dunk Ben & Jerry's, il y a une hype qui monte sur ces modèles qui sont en série limitée et qui va retomber au bout d'un moment, quoi. Et même sur les modèles très très forts comme la Ben & Jerry's, hein, moi j'ai quelques propriétaires de cette paire qui l'avaient acheté pour faire de la revente et qui se disent, mince, j'aurais dû la revendre tout de suite. Aujourd'hui, la demande, elle a clairement largement baissé parce qu'il y a cette hype qui se promène de modèle en modèle. Et moi, on n'en parle pas, mais la paire Lidl, c'est pareil. La basket Lidl, voilà, elle est passée de 1000 et aujourd'hui, moi je la suis, je suis en train d'écrire un truc là-dessus. Elle va bientôt être en dessous du prix retail. Hein. Mais là, c'est le problème des resellers amateurs. Il y a beaucoup trop de petits resellers qui veulent faire un billet, qui arrivent à faire les bonnes paires, les paires que les gens veulent porter, et qui derrière, comme ils n'ont pas les reins solides et les moyens de pouvoir assurer, ils leur revendent la paire derrière retail ou under retail, quoi. Donc, c'est vrai que si on arrive à être patient, alors c'est vrai que c'est justement alimenté par tellement de sorties derrière qu'on en oublie ce qui est sorti après. Mais s'il y a des gens qui n'achètent pas beaucoup de paires et qui en voient une qu'ils veulent absolument, avec un peu de patience, c'est vrai qu'on peut faire des affaires, ce qui paraît encore étonnant. Jérémy, toi qui suis la Dunk de près, est-ce que justement, toi, tu te dis, j'ai pas eu ce modèle, j'attends, je vais attendre 2-3 mois et je vais voir ce que ça donne.
Bah, alors moi, personnellement, aujourd'hui, plus que jamais, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, on va dire, depuis vraiment cet été, euh, on va dire que la durée de vie du produit, déjà avant, ça a commencé un petit peu, mais là, vraiment, depuis cet été, la durée de vie d'un produit, elle est vachement réduite, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas retenir de l'année, on va en parler après, mais ce que tu vas retenir sur les sorties, moi je vais parler de la Dunk du coup, ce que tu vas retenir en sortie de Dunk de 2020, c'est ce que tu vas voir partout en fait. Strangelove, Travis, Ben Jerry's, et après tu retiens quoi d'autre? En gros, il y en a plein, il y en a des dizaines, mais tu retiens quoi? En fait, la durée de vie du produit, elle est tellement courte que je te donne l'exemple de la Varsity Maze. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le coloris Wu-Tang, voilà, qui est sorti au mois de décembre 2020, là, quand elle est sortie, j'ai vu des mecs les mettre à 270, 280. Aujourd'hui, j'ai un pote qui l'a trouvé sur Vinted, puisqu'on revient sur cette plateforme, à 130 euros, tout compris. Mhm. J'ai envie de te dire. Donc, du coup, aujourd'hui, plus que jamais, avec les durées de vie en termes de hype, hein, je te parle de durée de vie, pas le produit est mort Oui, après, mais bien en sûr. termes de hype, voilà, la durée de vie est tellement courte que du coup, si tu es patient, tu vas pouvoir avoir ta paire neuve dans la boîte, presque under retail, quoi, tu vois, retail ou under retail. Et moi, c'est ce qui est en train de se passer en 2021 et c'est ce que je remarque parce que toutes les dunks qui sont en train de sortir en ce moment, parce que du coup, Nike va continuer et on le sait, de toute façon, ça cascade. Hein. On le voit, JD Sport, Foot Locker, Courir arrive à monter ce genre de modèle. Du coup, tous les resellers, les apprentis resellers qui arrivent aujourd'hui, qui ont vu que la Dunk en 2020, elle a buzzé, ils l'achètent aujourd'hui. Je te donne la low cost, qui était un modèle woman. Elle est sortie que dans très très peu de shops et sur Nike au 44,5. Aujourd'hui, tu prends du 40 au 44,5, le prix, il est dingue, il est en train de baisser mais en moins d'une semaine. Et en fait, vu qu'on va tendre vers là, moi, ça me fait plaisir parce que du coup, la Dunk, ça va retomber un petit peu et je vais pouvoir taper tous les modèles que j'ai pas eu en 2020 à des prix qui vont me correspondre ou que je juge personnellement plus accessibles. Alors justement, on va passer au débat maintenant, puisque on va faire la transition avec ça. On l'avait vu venir, on le sentait en tout cas, on le pressentait que 2020 allait être l'année de la Dunk, mais peut-être pas à ce point-là. On va voir ça ensemble. Peut-être que vous avez été surpris de cet accueil déjà incroyable de la part du public, de la manière dont ça partait, de l'impossibilité de mettre la main dessus. C'est vrai que quand on a vu tous les top 10 de l'année, auprès de tous les médias ou des shops, etc. On y retrouve sensiblement la Ben Jerry's, le coloris Atmos, le coloris Civiliste, etc. Bref, énormément de choses qui sont sorties là-dessus. On a l'impression qu'en ce moment, Nike essaie de faire en sorte que ce soit un peu des dunks pour tous, comme on a essayé de faire pour Yeezy avec des coloris de base qui ne sont pas forcément SB. SB, classique, c'est le moment du débat, de parler justement de la Dunk. On va commencer, tiens, avec toi, Sam. La Dunk donc, que tu as vu, qu'on connaît depuis toujours, qui fait partie, toi qui es un historien sur ces modèles-là, notamment dans les années 90, les programmes Be True to Your School, c'est une chaussure de basketball pour les universités. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est une surprise absolue d'avoir vu ce modèle devenir la hype absolue de 2020? Et j'ai l'impression que la tendance est de nouveau la même en 2021. Clairement, clairement. Alors moi, c'est pas un modèle que je connais très bien. C'est pas entre guillemets ma génération. Et donc, ce que je peux voir, c'est vraiment un regard très extérieur par rapport à ce phénomène et par rapport à ce modèle. Et ce que je vois, c'est encore une fois une magnifique orchestration du marketing et de la communication par Nike. C'est impressionnant la réussite de comme ils ont créé entre guillemets de toutes pièces ce phénomène parce que effectivement ce modèle personne ne l'attendait. Je suis pas sûr qu'il y avait, personne le demandait. En tout cas dans les personnes qui demandent les modèles, c'est-à-dire les consommateurs principaux, les jeunes. C'est un modèle qui est assez ancien, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc, cette orchestration, elle est magique, magique, ouais, magnifique. C'est pour un homme de marketing et de com, de voir ça. Et c'est vraiment, ils ont un peu, toujours la même recette, mais pour la Dunk,
c'est assez impressionnant l'efficacité de leur stratégie de lancement, de distribution, parce que ça passe aussi par là. C'est vraiment, moi, le mot orchestration, il va bien parce que voilà, tout le monde est bien en place, tout le monde commence à jouer au moment où il a sa partition, etc. Et c'est vraiment impressionnant, surtout que on en parlera peut-être, mais je le compare avec Adidas, qui a beaucoup plus de mal à faire ce genre de lancement et de relancement et d'orchestration, aussi parce que la demande, la hype autour de la marque Nike et autour de la marque Adidas n'a rien à voir quasiment que les bases. Par exemple, donnez-moi l'équivalent d'Atmos pour Adidas. C'est-à-dire que Atmos et Nike sont liés, très fortement liés, sur plein de modèles historiques, plein de modèles emblématiques. Adidas n'a pas ces fondations. Et donc, ils ne peuvent pas se reposer sur ce genre de collaboration forte pour être un des piliers d'un relancement de modèle. Et je pense que c'est là que se fait la différence entre les deux marques et les stratégies. Adidas n'a pas suffisamment ou ne s'appuie pas suffisamment sur ses propres piliers qu'elle pourrait mettre en avant. Son histoire, elle a une histoire plus longue. Adidas a une histoire plus longue, bien plus longue que Nike, une histoire bien plus européenne que Nike aussi. Mais ils n'arrivent pas, quoi. C'est toujours un peu raté. Là où Nike, ben voilà, là c'est vraiment, pour moi, c'est admirable. Moi, je suis d'accord, vite fait pour rebondir, je suis d'accord avec Sam sur ce qu'il vient de dire, pardon. Par contre, Adidas a quand même des fondations, enfin des modèles quand même phares avec de fortes fondations. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Le seul problème, en fait, c'est que, à mon avis, c'est qu'Adidas ne s'est pas communiqué sur un retour d'un modèle qui a été phare, qui a connu un énorme succès. Là où Nike est puissant, c'est justement, comme tu dis, c'est une orchestration, c'est toute une équipe certainement qui travaille autour de la communication de la paire et qui sait au final la faire acheter. Et c'est ce qui manque à Adidas. Je l'ai dit, hein, Adidas a des piliers. Je trouve qu'elle ne se repose pas forcément dessus. On regarde cette année, ils ont relancé la ZX 8000. Je veux dire, où la Forum 84 aussi. On n'a rien vu. Entre guillemets, on n'a rien vu, quoi. Il y a eu la ZX Lego qui a légèrement buzzé, qui aurait pu être justement la Ben & Jerry's d'Adidas. C'est vrai. Mais en effet, en termes de com, de hype, de désirabilité. Ben, je pense que la hype aurait pu exister, comme tu dis, c'est qu'il y a un souci de communication. Je pense qu'ils ne veulent pas mettre les moyens qu'il faut pour que tel ou tel modèle puisse avoir une hype énorme, puisque quand je vois que l'ASB, quand ils signent Travis, tu vois, enfin, c'est un truc, voilà, moi, Adidas aurait signé Travis sur une Lego, je suis sûr que, laisse tomber, il pétait tout. Donc, je pense que c'est un manque de moyens, enfin, pas un manque de moyens, non. C'est une stratégie, visiblement, de ne pas mettre les fonds qu'il faut pour pouvoir vendre. Voilà. Jérémy ? Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai levé les écouteurs parce que j'avais plus de batterie. J'entends bien. Voilà. Je voulais juste rebondir par rapport à ça parce qu'en fait, ce qu'il faut se remémorer, c'est le cheminement qui a amené Nike à mettre la Dunk et la Dunk SB. Je précise bien la SB parce que la Dunk, en fait, Nike, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2016, ils ont essayé de faire un retour du pack Be True to Your School. Je voulais en parler justement. J'attendais le moment pour en parler parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, ils ont tenté de faire revenir ça, et sauf qu'en fait la Dunk à l'époque, elle passait tellement inaperçue par rapport à de la Max One, par rapport à d'autres modèles qui étaient beaucoup plus en avant, que la majorité de ces paires-là sur cette année-là, je te parle de 2016, mais il y en a aussi eu en 2012 qui ont essayé de faire un petit comeback à ce moment-là. Ils ont relancé en 2016 et ils ont vu que la Dunk seule, sans SB, ne prenait pas. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va essayer de mettre la SB, parce que ça fait un moment qu'elle est perdue, la SB. La ligne existait toujours. Les skateurs et ceux qui connaissaient, ceux qui étaient fans de SB ou de la Dunk SB, suivaient la progression et les sorties, qui étaient toujours aussi fortes que les années précédentes, mais beaucoup moins en avant. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cheminement drastique avec une sélection de personnalités en vue de tout le monde, pour parler que de Travis Scott, puisque, entre guillemets, c'est vraiment lui
qui a permis de redorer l'image de SB. Donc, j'insiste, je ne parle pas de Dunk, je parle de Dunk SB. Les deux entités différentes, donc Nike Sportswear et Nike SB. Nike SB, ils ont recommencé donc, à mettre au pied de Travis Scott des modèles emblématiques, que ce soit la What the Dunk, que ce soit de la Paris, que ce soit de la London, même des modèles un peu moins forts sur les années précédentes. On l'a vu avec la Newcastle Beer, qui est une paire jaune que d'ailleurs j'ai posté récemment. Pour moi, perso, c'est un coloris de fou furieux que j'adore tout jaune. Et du coup, ça a permis de créer une envie de la part des consommateurs. Donc en fait, ça, je vous parle de fin 2018. 2019, ça a continué à monter. Travis, les joueurs NBA qui arrivaient, qui sortaient de leur voiture, qui arrivaient au stade, qui se font shooter à chaque fois, ils commençaient à avoir certaines paires au pied. Du coup, la hype a commencé à monter avec d'autres personnalités aussi. Et quand ils sont arrivés à une certaine maturité, avec des collabs qui étaient au même niveau sur l'évolution de la notoriété et de l'envie de la part des consommateurs comme concept, avec la Purple Lobster qui avait fait quand même pas mal de bruit, qui est revenu, qui a été mis en avant par des shops comme Starco, etc. en France. Et du coup, le cheminement a fait qu'en 2020, quand ils ont commencé à lancer des modèles ultra forts, je me rappelle juste février 2020, hein, la Strange Love, ça a été la première, des matériaux jamais faits sur une paire de chaussures avec du velvet, des coloris rose-rouge qui correspondent tout à fait à l'extraterrestre qui est devenu Nike SB depuis ces années-là, avec des matériaux improbables, des collabs improbables dans tous les sens, c'est des trucs de fou. Du coup, quand ils en sont arrivés là, eh ben, tout était déjà ficelé, l'envie des gens, etc. était là. Et du coup, les paires, elles faisaient mais sold out instantané. En plus, le système de distrib, pas sur l'appli, qui est leur pilier fort. Juste pour vous dire, aux États-Unis, l'appli sneakers, c'est 80% du stock de Nike. Aux États-Unis, c'est juste énorme, énormissime. Donc là, ils se privent de mettre certaines paires. Bon, ils en ont sorti quelques-unes, Ben & Jerry's, Travis Scott et tout, c'est sorti sur l'app. Mais ils se privent de mettre ça pour laisser mettre en avant les sketch-shops. Mais sauf qu'ils balancent, ça a été un peu le revers de la médaille, ils balancent ça à des magasins qui ne connaissent pas la hype, qui ont des clients fidèles, mais locaux. Et du coup, ils leur balancent à gérer des métriques que tout le monde, enfin que Nike maîtrise, mais que eux ne maîtrisent pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des sketch shops qui ont reçu des 20 paires. Je prends l'exemple de la Ben & Jerry's qui était très limité. Je crois que c'est entre 3000 et 3500 paires pour la France, la Ben & Jerry's. Ou l'Europe même, je crois. Le Chicago, c'est pareil, je crois. Ouais, il me semble que c'est l'Europe. Mais du coup, il y a des magasins qui ont reçu 20 paires et ils ont reçu des 70 000 emails pour 20 paires. Le ratio est juste fou. Ça veut dire qu'il y a moins de 0,01% de chance d'avoir la paire. Donc, en fait, ils n'étaient pas préparés. Ça a été un peu le revers de la médaille. Je pense qu'ils ont mal préparé leur shop pour pouvoir réussir à gérer la demande. Et du coup, voilà, c'était juste pour faire un parallèle. Et le lancement que Nike a fait pour pouvoir réussir à réintroduire la silhouette Dunk, notamment SB, en passant par SB. Et aujourd'hui, SB est toujours là. Il y a quelques bons produits qui sont dans les tuyaux, mais ils mettent en avant Nike Sportswear maintenant, en revenant avec la Dunk depuis la deuxième partie de l'année 2020. Hervé? Alors moi, 2020, en Dunk, je vais commencer par parler de ça. Pour moi, c'est la meilleure Dunk de 2020. Coloris OG, Michigan, justement de la pub Be True to Your School. Et du coup, oui, moi, je suis clairement choqué de cette hype autour de la Dunk. Même si, voilà, Jérémy a bien expliqué tout le cheminement, c'est qu'en 2016, quand celle-ci est sortie, entre autres, elle s'est retrouvée quelques semaines après en factory à environ 50 €, ce qui fait que les employés Nike pouvaient la prendre avec leur remise à 35 €. Moi, à l'époque, je la voulais, mais les factories sont beaucoup trop loin de chez moi et franchement, la flemme de me déplacer pour payer une paire. Et du coup, je l'avais loupée. Et donc, en 2020, j'ai failli ne pas la voir à cause de cette fameuse hype, tu vois. Et franchement, ça m'a choqué parce que 2016, c'était à peine 4 ans en avant, tu vois, c'est tout récent. Et malgré ça, justement, comme j'ai dit, voilà, avec tout ce cheminement fait autour de Travis, de la SB, etc., on se retrouve moi, en tant que passionné, à limite louper une de mes paires favorites à cause de ça. Donc voilà. Mais pour moi, malgré les collabs, moi je suis pas un grand fan des collabs. Pour moi, c'est
reste vraiment la dunk de 2020 en termes de coloris, en termes d'histoire et en termes de matériaux également. Moi, je suis plus low que high. J'attends la low qui arrive là incessamment sous peu au printemps en Michigan. Juste pour info, pour rebondir ce que disait Herbie, moi, la Michigan, je la voulais et je n'ai pris que des L. Et j'attends, et pour rebondir aussi sur ce que disait Sam avant, j'attends sur Vinted que les prix descendent, puisque bon, c'est vrai que ça fait un moment que j'y suis pas allé, mais en tout cas, quand j'y avais été, la paire était aux alentours de 290 €. Quoi, là, tu es à 180 € là. Ben, voilà. Alors, juste pour continuer et clore un petit peu ce débat sur la dunk, on voit une année 2021 qui démarre en effet avec des modèles, des coloris simples. Hein, tout ce pack qui est sorti qui comprenait la UNLV, le Black and White. Il y a la Low Curry qui arrive, Medium Curry qui arrive la semaine prochaine, je sais que ça te plaît, mais qui va être disponible dans beaucoup plus de grandes enseignes. Est-ce que justement, et ce ne sont plus des versions SB mais des versions classiques, on a vu Nike ID qui s'y met et qui propose aussi de faire sa propre dunk et essayer d'approcher des coloris un petit peu hype comme on a pu voir récemment. Est-ce que cette version, maintenant, on essaye de faire comme un peu, Nike essaye de faire comme Jordan Brand avec la une mid, c'est-à-dire ça devient maintenant un produit grand public et on a bien profité de la hype, mais maintenant, on reste sur du basique, peut-être moins quali, mais tout le monde y a droit. Et ça reste hype. Tout à fait. C'est ça le truc. Vous avez vu, il y a eu la queue devant les magasins pour choper la paire. Que si vous appuyez sur sur l'appli Vinted, que vous retrouvez actuellement à peu près à 230 en ce moment là. Bon, évidemment, ça va s'écrouler jour après jour, mais ils ont réussi quand même à avoir de la hype sur un modèle pas GR, mais presque quoi. Ouais, c'était totalement GR, hein, totalement GR. Qui est d'un basique absolu, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle, qui n'est pas d'un confort fantastique, il faut quand même le reconnaître. À part le SB où il peut y avoir une poche zoom dedans, mais la version comme la Black and White qui est sortie cette semaine, ça reste quand même très basique. Alors, pardon, j'aime bien traduire juste 2 secondes parce que même si les gens qui vont nous regarder sans doute connaissent, mais SB c'est skateboarding. Juste revenir là-dessus quand on parle de Nike SB. Et d'ailleurs, refaire le truc aussi, je trouve très fort, la coordination entre Nike Sportswear, Nike SB, Air Jordan. Ça, c'est pareil. Ce n'est pas toutes les marques qui sont capables de mettre toutes leurs divisions comme ça sur une même autoroute. Et GR, c'est General Release. Ça veut dire qu'on va retrouver effectivement le modèle dans un très grand nombre de magasins, voire tous les magasins. Alors, on va faire la transition sur la deuxième partie de notre débat. On a parlé d'Adidas, de la manière Adidas n'avait pas su grimper dans le bon wagon, ou peut-être n'a pas voulu suivre ce wagon-là. C'est vrai que Nike a tapé fort avec cette capacité d'enrôler des personnages assez particuliers, que ce soit Travis Scott, et de créer une hype autour de ce genre de personnes. On a Puma qui essaye d'arriver avec J. Cole sur le basketball également. On essaye de faire passer ces personnages sur une division basketball. Et là, Nike décide de faire venir Jerry Lorenzo. Adidas. On a donc vu Adidas fait venir Jerry Lorenzo, qu'on a vu avec les Fear of God, notamment chez Nike, toute cette division-là, dans la division basketball directement. Alors, Adidas qui met un pied dans le royaume de Nike, notamment récemment, puisque à Brooklyn, James Harden vient d'arriver et le fer de lance de la division basketball d'Adidas et arrive dans le royaume de Nike, parce que New York d'un côté, plus Kevin Durant, Kyrie Irving, qui sont des gros vendeurs de sneakers signature. Pour vous, l'arrivée de Jerry Lorenzo, peut-être demander à Herbie qui est spécialiste basketball, pour vous, l'arrivée de Jerry Lorenzo chez Adidas, c'est un vrai plus ou c'est un écran de fumée? Pour moi, c'est un vrai plus dans le sens où il fallait clairement entrer en compétition avec Nike et Puma. Comme tu l'as dit, J. Cole chez Puma. Et aussi, surtout, Jay-Z qui est à la tête de la direction, je crois, artistique de Puma. Je ne sais plus si c'est Puma Sport ou Basketball. Même Basketball. Basketball, voilà. Donc, et Nike, bon, pas besoin de citer le nombre de références liées à Nike et au basketball. Donc, pour moi, il fallait clairement un concurrent fort
enfin, une tête forte pour concurrencer, entre autres, Nike et Puma. Et justement, ce qui est fort, bon, je fais que de répéter le mot fort, excusez-moi, ce qui est puissant, ce qui est puissant, c'est d'avoir débauché justement Jerry Lorenzo directement chez Nike et qui a fait clairement pour moi de très bons produits et de la très bonne com avec sa collection Fear of God / Nike. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, moi ça m'avait surpris, une de ses collections en 2020 était inspirée de Allen Iverson, donc chez Reebok. Et il avait clairement communiqué en fait qu'il avait refait tout un shooting que Iverson avait fait à l'époque avec Reebok. Il a refait les mêmes avec Nike, avec le photographe qui avait shooté Iverson à l'époque. Et connaissant un peu la politique Nike et Jordan, ça m'avait choqué de voir qu'il avait pu faire cette collection inspirée d'Iverson, qui est la tête d'affiche Reebok. Alors, le but de l'arrivée de Jerry Lorenzo, qui ne s'en est pas caché, c'est justement de recréer chez Adidas une émulsion streetwear, puisque quand on voit notamment chez Nike, que ce soit les Kobe, bon maintenant il y a un phénomène rétro, mais les LeBron, Kyrie, c'est des modèles qu'on trouve quand même dans la street, contrairement aux séries Damian Lillard, Harden, et qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Derrick Rose, etc. Chez Adidas, qui ne passe pas le cut du vestiaire, on va dire. Bissot, toi, dans tes shootings divers et variés, c'est pas des modèles auxquels on pense en premier. Mais moi, je voudrais revenir en fait sur ce que tu disais sur le côté positif ou pas de Jerry Lorenzo là. Pour moi, c'est comme le disait Herbie, pour moi, ça ne peut être que positif, dans le sens où le gars, c'est un connaisseur du basketball, c'est un designer lifestyle super important qui a su mixer les deux pour Nike. Et je pense que justement, c'est un gars qui pourra peut-être aller puiser dans l'ADN de chez Adidas avec des modèles phares, tu vois, comme l'Americana ou ce genre de choses, et qui pourra peut-être le mixer avec des choses un peu plus actuelles et nous sortir des collections qui seront un mix entre le passé et le futur, entre guillemets. Et, pour moi, ça ne peut être que positif pour Adidas. Sam, et toi, ta question, en fait, c'était… Dis-moi, tu avais une question? Non, vas-y, on t'écoute. Que tu m'avais… Non, c'est tout ce que j'avais. Sam, justement, alors, l'arrivée de Jerry Lorenzo chez Adidas, justement, ce côté, toi, tu parlais d'un côté très européen de la marque aux trois bandes, un côté européen très assumé, finalement, dans la communication, etc. Là, d'un coup, on a une grosse machinerie éventuelle et possible qui arrive des États-Unis. Moi, je connais bien Adidas parce que j'y ai travaillé. Donc, je sais un peu les tenants politiques, on va dire, qui se cachent un peu derrière ce genre d'action. Il faut savoir que la division basketball, elle est située à Portland, dans le siège d'Adidas aux États-Unis à Portland, et que c'est une division qui pourtant est très faible, puisque Adidas et le basketball, c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y a toujours des ambitions fortes. Alors que c'est au départ un partenaire incontournable de l'histoire, en tout cas, du basketball. La superstar, les modèles de Kareem Abdul-Jabbar, les premiers modèles signature, c'est quand même, ça vient de là. Enfin, oui, mais aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, je te parle aujourd'hui. Par rapport à aujourd'hui, mais il y a une histoire. Même dans les 20 années qui viennent de passer, Nike est l'archi-leader. Les parts de marché, elles sont énormes, hein, c'est du 90%, hein, c'est monstrueux. Donc, et pourtant, la division basketball chez Adidas reste une division forte à laquelle on donne des moyens. Lorsque voilà, il y a plein de signes qui montrent ça. Et Adidas a toujours essayé de travailler sur ce marché. Donc, si je vous rappelle l'histoire, ils ont acheté Reebok pour attaquer justement ce marché américain, réussir à percer sur ce marché américain. Alors, pas forcément autour du basket, parce que Reebok n'est pas forcément la marque basketball, mais elle l'est quand même un petit peu. Hein. Je rappelle Pump, Iverson et autres. Après, ils ont racheté ils ont fait un énorme contrat avec la NBA. Tout ça, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, la présence d'Adidas sur le marché américain et sur le basketball, elle est à peu près la même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Là, moi, ce que je vois avec Jerry Lorenzo, c'est pareil, il faut quand même rappeler que Jerry Lorenzo, il n'est
pas ou peu connu. Il est connu par nous parce qu'on est au fait de ce qui se passe. On connaît Fear of God, on a entendu parler, mais les consommateurs ne connaissent pas Jerry Lorenzo, ne connaissent à peine Fear of God. C'est une marque qui est un peu en train de monter aujourd'hui en France, en Europe, mais c'est vraiment, c'est pareil, c'est tout petit. Donc moi, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'ils l'ont pris parce qu'il a quand même une vraie inspiration stylistique qui est intéressante, qui va ramener son design. Je le vois un peu comme une graine, en fait. Et une graine pour faire monter un peu le basket, une graine pour faire monter sans doute le lifestyle basket. Je pense que c'est beaucoup plus là qu'est la stratégie. Une graine aussi pour faire monter Jerry Lorenzo lui-même, entre autres aussi pour compenser, préparer. Enfin, on n'a pas parlé de Kanye West, mais clairement, je vous rappelle, Kanye West est toujours chez Adidas. Il est peut-être même le big boss, selon lui. Et donc avec Jerry Lorenzo, je ne connais pas la relation entre les deux. Évidemment, ils se connaissent. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté de créer un peu un contre-pouvoir à l'intérieur de la marque par rapport à cette hégémonie Kanye West et aussi pour le faire rentrer dans le basketball plutôt que de le faire rentrer directement dans le lifestyle, dans la marque, quoi. Une petite graine qui arrive chez Adidas, Jérémy, justement pour peut-être faire une sorte de contre-pouvoir à Kanye West, qui était censé, il me semble, c'était annoncé l'année dernière ou il y a 2 ans avec la Quantum Basketball, la fameuse, être le nouveau directeur des opérations, en tout cas design chez Adidas Basketball. C'est pour toi une vraie volonté de vouloir se diversifier. Est-ce que ça va pas faire péter un câble à l'ami Kanye, tout ça là? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Adidas, objectivement, la marque, en termes d'histoire, l'histoire est là, mais elle me parle beaucoup moins que certaines autres marques, notamment Nike. Donc, du coup, je ne suis pas un très gros consommateur d'Adidas, mais par contre, je suis. Et l'arrivée de Jerry Lorenzo, pour moi, c'est, notamment dans la division basketball, c'est surtout une volonté de donner un autre axe de communication et de distribution, dans le sens où Jerry Lorenzo, c'est un mec. Donc, Fear of God, ça existe depuis quand même pas mal d'années. Je n'ai pas la date de création. Le mec, il a des directives dans sa tête et c'est un mec qui fait du buzz. Je vous donne juste un exemple. Fear of God aux États-Unis, c'était une marque qui s'arrachait parce qu'il avait fait un système de distribution assez limité. Et il a fait une vidéo buzz à un moment et c'est là où ça a été connu mondialement. Le mec, il est allé dans la rue à Los Angeles. Il a pris des vêtements Fear of God. Donc, Fear of God, c'est quand même du luxe à la base. Un t-shirt, c'est $400, etc. Le mec, il a pris des t-shirts, des pantalons, etc. Il est allé voir les clochards dans la rue à Los Angeles. Il leur a donné des vêtements. Et vu qu'il avait teasé quelques heures avant sur ses réseaux sociaux qu'il allait distribuer dans la rue sans dire à qui ou comment ou à quel endroit, il y a des gens qui étaient là et en fait, les gens ont racheté directement à ces SDF les vêtements à des prix forcément moindres que le retail. Mais du coup, en fait, la volonté de Jerry Lorenzo, c'était de soutenir les sans-abri en leur permettant de gagner de l'argent sans leur en distribuer. Du coup, ça a fait un peu une sphère et il s'est fait connu mondialement comme ça. Et ensuite, Jerry Lorenzo, c'est un mec qui est dans la mode, il est à tous les défilés, que ce soit à Paris, à New York, enfin partout, il est partout. Et je pense que la volonté d'Adidas de le faire venir, comme vous avez dit, c'est une petite graine. Moi, j'attends de voir ce qu'il va faire. Parce que ce qu'il faisait chez Nike, j'aimais bien, mais c'est trop modeux pour moi. Je ne porte pas. Mais du coup, je pense que c'est la volonté d'Adidas de le faire venir et de donner, parce que Adidas Basketball, c'est très sportswear, très attaqué, parquet, etc. Et je pense que la dimension du mix entre mode que les joueurs NBA sont en train de prendre, où il y a de plus en plus de clichés de eux en train d'arriver en épi, ce qu'ils ont de la tête aux pieds, je pense que cette dimension-là, est-ce que ça va être directement sur les parquets ou est-ce que ce n'est pas une volonté de mettre en avant et de prendre des parts de marché sur justement ce petit créneau d'influence que ont tous les gros joueurs NBA? Je pense qu'il va y avoir un parallèle à faire entre le trop technique et le modeux d'Adidas qui va s'imbriquer. Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif pour Adidas, dans le sens où ils ont tout à faire de ce côté-là, parce que comme disait Sam, Nike, sur le modèle dans le basketball, c'est 90% du marché. Adidas, je pense, arrive certainement en 2/3 avec Under Armour, qui aux États-Unis est très fort là-dessus. Après, il y a New Balance qui essaye aussi de prendre des parts de marché. Ils avaient signé Herbie. Est-ce que tu te rappelles du joueur qu'ils avaient signé New Balance il y a 2 ans? C'était quoi? Leonard. Ouais.
Qui à l'époque, avec son transfert aux Spurs, avait fait quand même couler pas mal d'encre. Du coup, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très positif et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va proposer en termes de design et en termes d'accessibilité, à voir les prix, si ça va être des prix. Parce que du coup, forcément, il va ramener cette division un peu Fear of God là-dedans, qui va donner une dimension un peu plus haut de gamme que Sportswear. Même si sa volonté, apparemment, c'est aussi justement d'avoir, par rapport à sa propre collection qui est très haut de gamme, d'avoir une collection qui sera un peu plus basse, clairement, pour diversifier justement sa clientèle et ses consommateurs. Et je pense encore une fois qu'ils vont aller, ça va clairement déborder sur le lifestyle. Il suffit de regarder aujourd'hui, c'est quoi les deux modèles chez Nike qui fonctionnent le mieux, c'est la Air Jordan et la Dunk, deux modèles basketball. Donc la tendance, elle est sur le basketball. Et Fear of God et Jerry Lorenzo, il est aussi sur cette tendance-là avec les gros molletons. C'est sa marque de fabrique. Donc je pense que il va déplacer. Et encore une fois, ils ont fait rentrer par la petite porte basketball pour le faire sortir par la porte lifestyle, à mon sens. Ça va faire bizarre de voir du Fear of God chez Decathlon. Alors, le Fear of God, Decathlon, ils ont signé un partenariat avec la NBA. On ne sait pas trop si ça va être un partenariat de distribution ou quoi, mais du coup, il y a des chances de pouvoir avoir ce genre de produit chez Decathlon. Pour avoir vu les premières toute images une collection de la collab, Decathlon qui sort. Hein. Et c'est donc une collab NBA qui pose le nom des équipes et les logos sur les modèles Decathlon, notamment Tarmac, etc. Il y aura une Tarmac Brooklyn Nets ou une Tarmac Milwaukee Bucks. Donc, on va suivre de très très près cette arrivée. Collection textile aussi. Hein. Ouais, et ce lien entre la mode et la division sportive chez Adidas. Et ce sera l'occasion dans une prochaine émission de parler également, ce sera notre prochain débat dans la prochaine édition limitée, de parler de l'arrivée de nouveau de Virgil Abloh en force dans le cadre de sa nouvelle collection qui est annoncée, The 20. Messieurs, merci beaucoup pour cette toute première édition limitée. On a passé un excellent moment, on espère que vous aussi. On travaille aussi sur le fait que vous pourrez écouter cette émission, non seulement la visionner, mais également l'écouter en audio. Donc, la page sur Mixcloud bientôt de l'édition limitée sera prête. Donc, vous pourrez réécouter cette émission dans le métro. Ça vous évitera de parler, puisque maintenant, on n'a plus le droit de parler dans les transports. Merci Herbie d'avoir passé ce moment avec nous. Jérémy, Sam, Bissot. Merci à toi. À la prochaine.